Alors bonjour à vous tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir alors c'est le Greenock en quelque sorte qui vous accueille. Le Greenock qui vient de vivre en somme sa première période de 18 ans, fondé en 2005-2006 et qui a publié 18 numéros de la revue littorale. Nous venons d'avoir le dernier numéro. On peut considérer que, comme nous sommes dans une étape de transition pour la codirection, que va s'amorcer une deuxième époque du Greenock. Mon défi, c'est d'essayer donc de vous présenter quelques grandes caractéristiques du corpus nord-côtier qu'on a découvert au cours de ces presque 20 ans. Avions-nous une idée exacte de ce corpus lors de la fondation? Non, soyons honnêtes. Nous l'avons donc découvert, ce corpus, et nous le découvrons toujours, parce qu'il a des contours qui sont imprévisibles, qui n'en finissent pas d'être surprenants, et d'enrichir le corpus. Mais je ne peux faire cette présentation sans revenir à l'histoire du Greenock quand même, qui marche avec la découverte du corpus. Notre mission, en somme, au Greenock, sans trop la savoir quand nous avons fondé ça, vous devez bien comprendre qu'on n'avait pas un plan stratégique. On avait pensé pendant 1 an de temps. C'était de faire exister, en somme, une écriture de régions éloignées, plus à l'est et plus au nord. Faire exister un corpus nordique. On va le découvrir peu à peu grâce à Daniel, qu'on est dans la nordicité. Et on va devoir fabriquer un corpus en quelque sorte. Mais en même temps, nous devions faire exister notre petit groupe de recherche. Nous devions apprendre à fonctionner à 3 et faire notre revue. Est-ce qu'on avait des collaborateurs comme ça, là, à droite et à gauche, quand on a publié les premiers textes, les premières revues? Je vous laisse répondre à la question. Alors, je vais faire une petite mise en contexte. Il faut revenir à la Côte-Nord. Ça, c'est indispensable. Région éloignée. Et alors, à notre mission, faire, fabriquer, construire. On est sur la Côte-Nord. On construit, on déconstruit, on reconstruit, on ajoute. C'est un peu ça l'histoire du Greenock aussi. Et dans un petit cégep, à cette île, petit département de français, c'est évident, avec 3 professeurs qui se lancent dans une aventure. Mais encore fallait-il évidemment des textes. On ne fait pas un groupe de recherche, il n'y en a pas de texte. Et alors, si on fonde un groupe, et s'il y a des textes, on peut proclamer. Nous y reviendrons. Alors, la carte de la Côte-Nord, géographie immense. 2e région, la plus grande du Québec, après le Nouveau-Québec. 350 000 km², 230 000 environ terrestres, 115 000 maritimes, territoire. Avec, alors maritime, ça veut dire le fleuve, qui devient le golfe, qui devient l'estuaire, qui se confond avec la mer, tout ça, c'est la Côte-Nord. Et 1300 km de littoral. Ça aussi, c'est une particularité de notre région. Et au milieu du golfe, une grande île qui bloquera les bateaux, qui sera l'occasion de naufrages multiples et qu'on appellera le cimetière du golfe, très souvent dans l'histoire littéraire. Et plus bas, sur la basse-côte, des îles, des presqu'îles, des îlots, des rochers qu'on ne peut pas presque dénombrer. Donald Bérère, ancien directeur du collège, lui, dans les 2 derniers numéros du littoral, il s'est mis en tête de dénombrer les îles et les presqu'îles du bas de la côte. Bonne chance si vous lisez ces textes.
Alors, ce qu'il faut retenir au fond de ce territoire, c'est se demander ceci. Est-ce qu'il est plein de potentialités d'écriture, narrative, descriptive, et peut-être aussi à l'occasion de temps à autre poétique, pourquoi pas documentaire, ça va de soi. Sur ce territoire, juste je voulais dire, s'il y en a qui... on peut revenir à la photo d'avant, s'il te plaît. L'Abitibi dont on parle beaucoup, nous, quelquefois, parce que c'est une autre région éloignée, mais elle se situe un peu au nord de Montréal, elle ne ressemble pas à la côte nord, hein, c'est évident. Elle y ressemble par son éloignement, par les problématiques, certaines, mais c'est un territoire totalement différent. Alors, sur ce vaste espace, 3 peuples. Les premiers peuples, Innu et Naskapi, des Français, on va dire à partir de 1534, mais en fait c'est plus complexe que ça, et des Anglais en 1760. Alors, 3 peuplements, 3 langues, 3 cultures, c'est aussi le corpus, vous voyez, qui se diversifie, complexifie, s'enrichit en même temps. Et sur ce territoire, des histoires, mais aussi une grande histoire. Des histoires, il y en a alors des petites, des grandes, des tragiques, des heureuses. Mais 1534, c'est quand même, dans l'histoire du Canada, dans l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est une date fondatrice. Ça. Nous sommes au début de l'histoire du Canada, tel que nous le concevons. Au début de l'écriture canadienne, au début de l'écriture québécoise, au début de l'écriture nord-côtière. Nous avons ce privilège, nous, dans notre région, d'être au début, que je mettrai au pluriel. Nous avons ce privilège. Ça fait un petit corpus intéressant déjà, hein, de pouvoir dire, ah ben, on est au début. Donc on a sûrement une longue histoire. Donc on a une ancienneté. Un corpus qui peut afficher une ancienneté, c'est un corpus qui a déjà une certaine prestance. On verra après ce qu'il y a dedans. Et alors, quand je parle de la durée, évidemment, on pourrait évoquer les Inuits et les bateaux en message de Joséphine. Et alors là, on remonte dans le temps très loin. Alors, ancienneté, diversité, tiens, un petit coup d'œil à Cartier. Cartier, à son premier voyage de 1534, on est au 10 juin. Il est au Havre de Brest, il a nommé ce Havre, encore une fois, avec les mots de sa région. Et le lendemain matin, il part en barque explorer un petit peu la région. Donald pourra vous dire exactement où est cet endroit. Nous passâmes parmi les îles qui sont en si grand nombre qu'il n'est possible de savoir les dénombrer. Il continue un peu, puis il termine. Les dites îles furent renommées toutes îles. Le passage est extrêmement intéressant et illustre un peu le corpus nord-côtier, qui est un long cheminement entre le documentaire, je dirais le non-littéraire, le littéraire et la littérature, là, tu sais, des auteurs, des livres reconnus. C'est tout ça, l'histoire du corpus. C'est un cheminement et il l'illustre très bien. Dans le premier paragraphe, il nous dit, au fond, il y a tant d'îles que je ne peux pas les dénombrer. Le discours documentaire bloque. Alors, puisque le discours documentaire ne fonctionne plus, eh ben, faisons une petite phrase jolie pour terminer le tout, toutes îles. Pierre Perrault dira que Cartier est le premier poète du fleuve. Oui, c'est vrai. Alors, en région éloignée maintenant, nous sommes donc de ce groupe de littérature que François Paré a appelé les littératures de l'exiguïté. Ces littératures petites, plus ou moins grandes, dispersées en périphérie, etc. C'est parce qu'on est loin. Et comment faire quand on est loin? Comment faire pour être original? Parce qu'on veut être original, toujours sur la côte nord. On voudrait bien faire les choses à notre manière.
Et on voudrait toujours, et c'était vrai dans le projet du Grenoble, on voulait poser un geste en même temps d'affirmation régionale, je dirais aussi d'affirmation de notre petit collège. Parce qu'on parlait déjà à ce moment-là, dans les textes du début, d'études régionales. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'études régionales, mais ça c'est une autre histoire qu'on réglera une autre fois. Mais attention, si nous voulions affirmer la région, nous ne voulions pas faire du régionalisme étroit, tel qu'on l'a fait dans la littérature québécoise et que les volumes nous ont raconté et raconté. Il ne s'agissait pas de faire du régional pour s'enfermer. Il s'agissait de faire du régional pour s'affirmer nous-mêmes, mais aussi pour s'affirmer ailleurs. Hein? Être d'ici fortement, mais pour aller ailleurs. Donc pas question de repli sur soi. De toute façon, ça aurait été un non-sens. La Côte-Nord n'est pas une région agricole, comme les autres, n'est-ce pas? Et puis, ça aurait été à l'encontre des écritures nord-côtières, qui sont toujours des écritures de voyage, de départ, d'arrivée, d'escale. Alors, non, non. Donc, pas question de faire du régionalisme à la traditionnelle. Alors, il fallait faire exister. Autrement dit, un infinitif d'abord, qui très vite va se changer en impératif, faites. Hein? Parce que quand le directeur général, Donald Berrer, qui venait de rentrer en fonction à l'époque, c'est à lui que j'avais présenté le projet à l'ancien directeur qui m'a dit va voir le nouveau. Et puis Donald, parce que lui, ça lui semblait un peu étrange, mais ça a semblé pas mal étrange à beaucoup de monde, le projet. Et Donald a dit on va réfléchir à tout ça, mais il ne l'a pas rejeté en tout cas. Et puis quelques mois plus tard, là, il dit bon ben d'accord. Alors vous voulez faire une revue? D'accord, je vais m'occuper de l'intendance, mais vous me faites une revue de qualité. Nous avions donc, nous étions en quelque sorte heureux, mais en même temps piégés par notre démarche. Hein? Il fallait donc faire absolument quelque chose. Et c'était donc, vous savez, on avait discuté bulletins, magazines et tout ça. Et puis finalement, on avait retenu revue. Et revue, malgré tout, ça nous renvoie à quoi, revue? Ça nous renvoie à la ville, au grand centre, à l'université, forcément, dans nos têtes. Alors, revue de qualité, bon, on avait quelques mois, il fallait absolument trouver des textes pour faire le premier numéro de Littoral. Nous avons un peu pédalé, évidemment. Et il faut se rappeler que Marie-Ève et Jérôme, à l'époque, avaient leur tâche. Heureusement, je tombais en retraite, j'avais quand même plus de temps, et moi je me suis lancé dans les courriels hein, pour essayer de trouver des textes. Alors nous entreprenions quelque chose à la fois de petit et de grand. Nous étions dans la construction. Il a fallu en faire hein, des démarches, des contre-démarches, des ajustements. Il a fallu en faire beaucoup. Et il a fallu développer des stratégies. Pascal Casanova, un texte que j'aime beaucoup, La République mondiale des lettres, où elle examine comment doivent se comporter les petites littératures nationales face aux grandes, qui prennent toute la place. Comment fait-on pour arriver à Paris, pour arriver à Londres, pour arriver à Berlin, pour arriver à New York, et pour s'affirmer contre toutes ces grandes littératures qui cachent un peu la forêt? Eh bien, nous aussi, il fallait absolument développer des stratégies. Et elle dit, il ne faut pas avoir peur quand on est petit de s'accaparer, de s'emparer, de réapproprier, de s'approprier pour accumuler des pièces, pour construire le corpus, découvrir les textes et un autre texte. C'est ce que nous faisons depuis 20 ans. Parce que nous voulons nous affirmer, nous voulons du solide. Le cégep de Sept-Îles, c'est une histoire aussi de construction. Quand je suis arrivé au cégep de Sept-Îles en 72, il y avait 4 blocs. Bon, après 6, là, il y aura ça, on a ajouté au bout. Puis après, on a fait un T,
hein, un autre rangé comme ça, puis une autre rangée comme ça. Et puis ça grossissait tout le temps. Puis en 1980, le campus Magan, parce qu'on était un cégep régional, le campus Magan se transforme en collège et nous rentrons dans l'édifice où nous sommes aujourd'hui. Dans ce cégep, trois petits professeurs de français qui veulent fonder un groupe. Bon, la question fondamentale qui va circuler, puis Donald l'incarnait très bien, parce qu'il me disait, Donald, ouais, mais est-ce qu'il y a des textes? Est-ce qu'il y a des textes? Et c'est ce que tout le monde disait, l'écriture nord-côtière, D'abord, hein, rappelez-vous ceci, l'appellation écriture nord-côtière, c'est le prénom qui l'a imposée. Elle est employée normalement maintenant, mais au début, tout le monde posait des questions là-dessus, mais c'est quoi exactement l'écriture nord-côtière? Je fais deux petites retours, là, anecdotes qui quand même expliquent où on était là. Quand je suis arrivé en 72, moi j'étais un peu esselé à Sétine, hein. La ville de Sétine n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Moi je me réfugiais souvent à la librairie Côte-Nord, qui était au Grand Passage, puis il y avait une libraire là, enfin celle qui était bien aimable, bon, ça permettait de discuter, et à la librairie il y avait un petit espace où il y avait des livres quand même sur la Côte-Nord. Mais on disait des livres sur la Côte-Nord, hein, et puis là, j'ai découvert un petit livre, voilà, un petit livre qui s'appelait La Côte-Nord dans la littérature, une petite anthologie de René Bélanger. J'ouvre ça et je m'aperçois qu'on va de quartier à Gilles Vigneault. À l'époque, on était en 71. Et c'était quand même une découverte. Tiens, j'arrive dans une région un peu particulière quand même, hein. Il y a des textes, enfin il nous le dit, mais en tout cas, jamais ce petit livre-là ne me quittera, mais j'avais d'autres chats à fouetter à l'époque, parce que quand on arrivait au campus Magan, il ne faut pas vous imaginer qu'il y avait des archives. Un tel plan de cours avait déjà été donné, etc. Non, il n'y avait rien au campus Magan. Tout était à faire. Alors, puis je dois vous dire aussi que j'ai été 15 ans directeur de la société, de la revue d'histoire de la Côte-Nord, à la Société historique du Golfe, et j'ai fait mon apprentissage là, en lisant et relisant des textes pour la revue. Et c'est là que je m'étais aperçu qu'il y avait, enfin, ça venait confirmer Bélanger, mais il y avait beaucoup de textes sur la Côte-Nord, et je me disais, ces textes-là, ils dorment, ils sont en dormance, ils s'inquiètent même de ce repos prolongé. Ils veulent exister, mais qui va s'occuper d'eux, enfin? C'était ça, il fallait s'occuper d'eux, les faire vivre. Alors, nous en arrivons à la certitude, donc, qu'il y a des textes, c'est à peu près la seule certitude qu'on avait, et nous étions prêts pour la proclamation. René Dionne, dans un petit fascicule, la littérature régionale aux confins de l'histoire et de la géographie, définit une littérature régionale de la façon suivante. Remarquez bien que le discours critique sur les régions, là, que ce soit en France ou ici, on parlait toujours de littérature. Une littérature régionale ne naît pas, elle émerge d'un ensemble préexistant. Il faut qu'il y ait des textes. Une littérature régionale possède déjà un corpus d'œuvres au moment où ses promoteurs la proclament comme un domaine particulier. On va se permettre de réécrire le petit texte de Dionne à notre manière à nous. Et nous allons mettre à la place de littérature, qui est un mot noble, et enfin qui a du panache, on est d'accord là-dessus, mais nous, on va être plus modeste, on va mettre une écriture régionale. Et on va mettre écriture préexistante, et on va mettre texte à la place d'œuvre, œuvre qui nous renvoie aux grandes œuvres, etc. Non, moi j'avais vu les textes, bon, ce sont des textes. C'est déjà formidable d'être un texte, hein, et surtout qu'on n'a pas été étudié beaucoup, alors peut-être que celui qui va étudier le texte va transformer le texte,
et tout à coup lui donner une importance. Mais ça, c'est le travail du commentateur, notre travail à nous. Étudier des textes anciens, les contextualiser, et ce faisant, on va peut-être les littérariser. Moi, j'aime bien, comme Bernard Andrès de l'UQAM, là, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, lui, dans ses études, il distinguait non littéraire et littérature. Le littéraire étant un espace là, entre les deux, où on navigue dans le documentaire avec des éclaircies de l'ordre du littéraire, puis on revient au documentaire. Je pense que dans toutes les écritures régionales, il y a ce type de texte. Alors voilà, nous allons arriver aux choix fondamentaux, à mon avis, du Grenoble. Je passe par-dessus le bilan descriptif, enfin quelques qualités de notre Grenoble, mais il y en aurait d'autres. Et on n'oublie pas l'ordicité que nous avait fait découvrir Daniel. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un corpus exceptionnel, qu'on a un corpus vaste, vaste dans l'histoire et vaste dans les textes. Alors on a du travail. Et c'est formidable, parce que dans 20 ans, c'est évident qu'il va y avoir un autre colloque qui fera un second bilan. C'est évident. Alors, un choix, le choix, à mon avis, fondamental. Qu'allions-nous dire, nos littératures ou écritures? Mais vous comprendrez que mon choix était fait, moi. Mais mes deux collègues étaient plus jeunes, sortaient de l'université, où le mot littérature, évidemment, spontanément, ils allaient vers littérature. Je crois bien que je me suis imposé un peu, mais notre débat a été relativement bref. Remarquez bien que nous n'avons pas le choix au Grenoble de faire des débats interminables. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le temps, et nous devons éviter ça parce que ce sont des débats souvent divisifs. Il faut se centrer sur l'essentiel, sur notre mission, qui était dans l'urgence tout le temps de produire la nouvelle revue. Il s'agira donc d'écriture. Ça, c'est très important. Gilles Marcotte, j'ai presque envie de... Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Lui, j'ai trouvé ça par hasard après. Il y avait une anthologie qui se préparait en 78 et c'était lui qui la dirigeait. Et dans son introduction au premier tome, Les écrits de la Nouvelle-France, dans les écrits de la Nouvelle-France, il y a toutes sortes de textes, comme dans le corpus nord-côtier. Et puis alors, il en nomme quelques-unes, je passe par-dessus et il termine. Nous les réunissons tous dans le lieu commun de l'écriture, dans cet espace général du langage où tout, moi j'aime bien les tout là, où tous les textes, si divers qu'ils soient, concourent à dessiner le visage d'une collectivité. Pour nous, ce sera la Côte-Nord. N'est-ce pas cela aussi une littérature? C'est tout à fait nous. Qu'est-ce que c'est c'est ça, passer d'écriture à littérature, c'est ça. 5 siècles, là, pour aujourd'hui, il y a des textes qui paraissent, Gabriel nous en parlera demain, qui ont d'emblée, là, on ne s'interroge pas, ce sont des livres de la littérature. Évidemment, nous sommes intéressés par la littérature, c'est évident. Mais en cherchant, en étudiant l'écriture, on est sûr de tomber à un moment donné sur la littérature. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais c'était un parti pris que j'avais. C'est que je voulais que tous les textes soient pris en compte, aussi bien les textes documentaires. Et c'est sûr que la représentation qui nous intéressait, elle est plus sophistiquée dans les textes littéraires. Mais il n'y a pas de texte documentaire sans représentation. Nous le savons tous. Dès que le langage se met en route, il y a représentation. Il me reste combien, Blaise? 6 minutes. Oh my God. Deuxième chose importante, la définition que nous allions donner à... Mais qui vous allez voir, est en lien avec... parce qu'il avait bien fallu remettre ça dans un texte. Hein, tout le monde nous disait « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Et dans les courriels du début, moi... Il fallait toujours expliquer le Grenoble et le projet. Bon, je me contenterai de lire les 3 lignes du début, là. Qu'est-ce qu'on entend par écriture nord-côtière? Toute écriture, évoquant, présentant, analysant, étudiant, exploitant, sous un angle ou sous un autre,
la Côte-Nord. Mais regardez quand même la finale. Pourvu qu'ils aient tous les textes, un lien plus ou moins soutenu ou incident, plus ou moins explicite ou implicite, concret ou symbolique, avec le référent qui est la Côte-Nord. Alors, ce qui est important là, et peut-être c'est ça qui fait notre originalité, c'est que c'est le référent Côte-Nord qui définit le texte. On peut dire qu'il est nord-côtier. Et nous ne faisons pas comme dans les études habituelles sur les études régionales, qui s'empêtrent dans l'auteur, est-il né là, il n'est pas là, il est à moitié là, il est revenu. Non, 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 non. On va voir ça plus tard. Nous, d'abord, est-ce que le texte parle de la Côte-Nord? Oui, alors, il nous intéresse. Puis après, on va regarder qui l'a écrit, est-il venu, est-il parti. On va faire un texte, bien sûr, avec tout ça. Ça va nous permettre de le présenter. Mais vous vous rendez bien compte que le texte nord-côtier, donc, il peut être écrit ailleurs. On peut écrire un texte nord-côtier sans y être jamais venu, en rêvant de la côte. C'est un texte nord-côtier. On peut l'écrire en anglais. En 1711, l'amiral Walker remonte le fleuve avec une immense flotte. Là, ils sont bien décidés cette fois-là, à Québec, on va le prendre. Mais il avait compté sans la Côte-Nord, sans les rochers de la Côte-Nord et le brouillard de la Côte-Nord. Et il fracasse une partie de la flotte sur des îles un peu plus à l'ouest, l'île aux œufs, puis qui est entourée de rochers. Ils font un examen de la situation avec l'amiral et ils décident de faire demi-tour. Ils rentrent à Londres. On n'aime pas beaucoup à Londres les amiraux qui ont échoué. Pas beaucoup, les Anglais n'aiment pas ça. Pas du tout, mais pas du tout. Alors très vite, on lui fait des difficultés à cet amiral. Et il doit écrire pour se défendre. Il fait son journal pendant quelques années. Il fait de l'écriture nord-côtière. Il y a une équipe de Rimouski qui va étudier tous ces textes autour de... Ça, c'est un événement qui a généré des textes à Québec. Toutes sortes de textes dont on a parlé abondamment dans 3 numéros de littoral. Alors, il le fait en anglais, lui. Mais oui, c'est ça. C'est aussi nord-côtier. Et je pourrais... Ah oui, 5 minutes, évidemment. La diapositive inventaire de pièces sur la Côte-Nord. Voilà, oui, ça c'est un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque juste au début du Grenoble, là, 2 livres qui dormaient, qui sont des pièces administratives, juridiques, politiques du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est écrit à Québec par le gouverneur et l'intendant, notamment. Alors les pièces sont écrites par exemple en 1749. Il y a une concession qui est donnée à la veuve Fornel. Son mari est mort, c'est elle qui prend l'entreprise. Rare à cette époque, une des premières femmes d'affaires de la Nouvelle-France. Et on lui donne donc un texte, ça s'appelle la concession. À l'automne 49, le texte part par les bateaux, il va à Paris. Puis en mois d'avril de l'année suivante, revient de la Cour une ratification, une confirmation. Et le texte se termine, signé Louis et plus bas Rouillé, qui devait être un secrétaire et un fonctionnaire. Est-ce que Louis a vraiment signé le... Mais enfin, voilà un document qui nous revient de la Cour de France et qui confirme, vous voyez comment l'écriture se promène. Hein? C'est formidable. Ce recueil-là, moi, je trouve formidable. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu au début, mais ce sont en quelque sorte le vaste domaine des écrits de fonction. Et il y en a beaucoup. Moi, j'étudie actuellement un évêque. Et les évêques, ça fait des lettres pastorales. Voilà, un autre écrit de fonction. Et vous savez que les religieux ont beaucoup écrit sur la côte depuis le début. Et que, on n'en finira pas. Là, il y a un corpus juste dans les écritures des religieux. Donc, vous voyez notre définition, hein,
Et puis le choix d'écriture, c'est important. Bon, je passe sur les objectifs. Il faut qu'on ait au moins quelques minutes sur littoral. Donc, il faut qu'on fasse littoral. Il faut qu'on publie. Je dois vous dire en passant qu'on a quand même fait, parce qu'on avait de l'ambition, hein, on avait décidé tout à coup qu'on ferait une collection, les cahiers du Graineau. On a fait 2012, 2014, 2016, mais bon, c'était trop, là. C'était trop, mais enfin, on a quand même publié 3 textes. Et actuellement, on a changé le nom de la collection pour Cahiers de la Côte-Nord, et ils sont republiés chez Septentrion de Québec. Et j'aimerais bien qu'on continue, évidemment, on va continuer, c'est évident, les cahiers de la Côte-Nord. Alors, une revue. Dans le numéro 1, il y a de 90 pages environ, hein. Ça avait été difficile, je ne vous le cache pas, de trouver les textes. Et là, ça nous a forcé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on connaissait vraiment du corpus? Et là, on réalise cette affaire qu'il y a comme 3 espaces culturels, Inuit, français, anglais. On dira souvent dans la revue qu'il y a un espace pour les Inuits, un espace pour les écritures francophones, un espace pour les écritures anglophones. On ne les connaissait pas beaucoup. Bon, pour l'espace anglophone, par exemple, on n'avait personne là au début. Donald, maintenant, nous a fait des textes. Il y a du travail, vous voyez. Alors, on a dû développer, c'est sûr, des stratégies. Hein. On a construit sur le tas, un peu, comme des artisans, toujours dans l'urgence. Mais c'est posé aussi une question très importante. C'est celle des collaborateurs. Tout à coup, on réalise que nos collaborateurs vont être très divers. Parce que nous, on voulait que la Côte soit présente dans la revue. Hein. On faisait la revue, elle était faite par des Nord-Côtiers, pour des Nord-Côtiers, mais avec des Nord-Côtiers en même temps. Tu sais. Or, sur la Côte, des gens qui écrivent, oui, il y en a quelques-uns, c'est pas enfin, ça ne court pas les rues quand même. Mais on avait dit, si on a un bon texte qui nous vient de quelqu'un sur un livre, un texte qui se tient, bien écrit, nous allons l'accepter. Ça voulait dire automatiquement que dans la revue, il y aurait des textes divers et de compétences diverses. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les revues qui sont généralement bien codées, bien ficelées. La nôtre, de par son ouverture, était un petit peu originale. Peut-être problématique pour certains, d'ailleurs, qui au début disaient « mais c'est quoi exactement cette revue-là » Et puis, il y avait celle des collaborateurs. Quand on lance une revue, automatiquement, on repense au centre et à l'université. On est loin. On se dit oh, « ce serait quand même pas mal d'avoir un universitaire. » Il viendrait valider notre démarche. Un ou 2 universitaires dans la revue. Et nous en aurons 2 dans le premier numéro. Un spécialiste de Yves Thériault de Rimouski, Rénal Bérubé, et Daniel. Daniel que j'avais à cette époque-là contacté, mais je ne vous raconterai pas l'histoire, mais ça s'est passé avec un petit roman nord-côtier, La princesse de l'Ungava. Il venait, lui, à Montréal, de rééditer un vieux roman nord-côtier que je venais de lire, et j'avais fait un article dans la revue d'histoire. Je me dis, c'est qui a réédité ce roman-là? Et en cherchant, je remonte à Daniel qui venait de fonder le laboratoire en 2003. Alors, La princesse de l'Ungava, un roman complètement intéressant, il lançait sa collection Jardin de Gilles. Alors nous avions 2 universitaires. Daniel ne quittera jamais la revue. Nous sautons au numéro 10. Numéro 10, s'il vous plaît. Alors, numéro 10, vous voyez, 10 ans. Spécial sur les Inuits. Il s'est passé quelque chose entre le début là, et 2010. C'est 2009. Bâton un message de Joséphine. Et la déferlante Innu, là, qui suit, est-ce que ça a contribué à rendre le littoral plus populaire? Est-ce
est-ce que ça enrichit le littoral? Ben, vous comprenez bien que la littérature Innu, tout à coup, a pris un espace, puisqu'elle elle était étudiée par les universitaires, commentée, etc. Nous, on a profité. On ne le savait pas en 2006. Hein. Parce qu'en 2006, là, on n'a pas le temps de venir là-dessus, mais dans l'écriture Innu, il n'y avait pas beaucoup de textes. Alors, vous voyez, la littérature Innu, et en plus, elle va nous amener à Montréal. Parce que là, quand on est en région, vous voyez, à un moment donné, on se dit, c'est bien beau de publier en région, mais on tourne malgré soi, on reste enfermé. Et là, on allait être publié par Mémoire d'Encrier, qui publiait les Inuits, grâce à Monique Durand, qui a beaucoup de relations, et qui connaissait Rodney Saint-Éloi. Et puis, on a rencontré, tu te rappelles, Rodney Saint-Éloi à l'automne. Puis Rodney Saint-Éloi nous dit, bon ben d'accord, mais moi je veux la revue au printemps suivant, alors que nous avions l'habitude de publier à l'automne. Il dit, moi je veux bien, mais c'est au printemps suivant. Je disais, je ne sais pas comment Marie-Ève et Jérôme vont voir ça quand je vais revenir. Puis il dit, vous viendrez à Port-au-Prince, parce que j'ai un événement à Port-au-Prince. Mais pouvait-on refuser? Non. Alors nous voilà quand même rendus à Montréal. C'est quand même quelque chose. Hein. On fait un petit retour en arrière, le numéro... C'est fini? Mais là, c'est très près de la fin. Oui, très près. Alors, on revient au numéro 5. Alors, ça a été une étape importante aussi, ce numéro 5. On a fait un spécial sur Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, bah, ça va de soi, hein, pour la Côte-Nord. C'est facile de dire ça, c'est autour d'une table, on va faire un spécial sur Gilles Vigneault. Oui, mais après, il faut trouver les textes. Et en 2010, on me suis rendu compte que dans les universités québécoises, là, on n'avait pas l'air d'étudier tellement Gilles Vigneault. C'est un gars de Natashquan qui avait tout collectionné sur Gilles Vigneault. Bernard Landry, que je rencontre, j'ai dit, ben, on est un peu embêté pour trouver les textes. Il me dit, moi, je vais te donner des adresses courriels. Il dit, je connais tous ceux qui sont venus à Natashquan, visiter Gilles Vigneault, puis sont passés à la maison. Il vient du magasin général, la famille qui avait le magasin général à Natashquan. Alors, le magasin général, c'est le centre du village. Et il dit, je vais te donner des adresses. Et me voilà parti à chercher des adresses. Et savez-vous ce qu'on aura comme texte dans notre numéro 5? Des textes de France, de Belgique, de Louisiane et de provinces canadiennes. Pas beaucoup d'universitaires québécois. 2022, nous approchons de notre époque, se pose tout à coup, tranquillement, la question de la relève, parce que Jérôme avait quitté, Marie-Ève était devenue directrice aux études. Ah, j'ai oublié de vous dire que, évidemment, Jérôme Guénette et Marie-Ève, là, j'ai oublié de le dire ça, c'est l'équipe fondatrice du Grenoble, 3 co-directeurs. Sans Jérôme et Marie-Ève, c'est clair qu'il n'y aurait pas eu de Grenoble. Alors donc, le numéro 15 et 16, disons pour faire court, ils ont été laborieux, un peu incertains, et Daniel est arrivé. Daniel qui n'avait jamais vraiment quitté le navire, puisque dans le numéro 13, Mélanie, il avait publié un article extrêmement important pour la connaissance quand même du Grenoble, indexation des articles depuis 2006, Littoral, un projet régional de portée universelle, avait dit Daniel. Alors déjà, on pouvait au moins se servir de l'index pour les 10 premiers numéros, ce qui était quand même formidable. Et il me semble que, bon, voilà, on arrive à notre époque, donc on a fait le numéro 17 l'an dernier, avec un spécial sur les événements syndicaux à cette île qui avaient beaucoup remué la province. Et dans le numéro qui vient, nous avons un spécial sur le Labrador. Pour terminer, j'aimerais le numéro 11. Je termine. Dans le numéro 11, juste pour vous montrer comment, quand on est en région, on est à la fois dans l'incertitude et toujours dans l'incertitude de ce qu'on fait.
Et on veut constamment se rassurer. Alors nous, toujours, on regardait qui écrivait dans la revue de l'extérieur. Hein. Parce que des collaborateurs de l'extérieur, on se disait, bon, au moins la revue va aller aux collaborateurs, ailleurs ils vont bien finir par en parler, de cette revue-là. Et j'avais fait un petit bilan pour les 10 premiers numéros. C'est un peu naïf quand on voit ça aujourd'hui. J'avais intitulé ça « 10 ans, merci aux collaborateurs ». J'avais divisé les collaborateurs en 2 groupes, les collaborateurs chercheurs, il y en avait 103, et les auteurs d'inédits. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une rubrique inédit dans notre revue pour laisser de la place à des gens de la Côte-Nord qui écrivent mais qui ne seraient jamais publiés. Alors nous avions par cet espace-là la possibilité de leur donner la chance de publier. Bref, il y avait 56 personnes qui avaient fait des inédits. Il y avait eu donc dans les 10 premiers numéros plus de 150 collaborateurs. Et 80 venaient de l'extérieur. Dans le numéro 18 qui vient de paraître, il y a environ 40 collaborateurs, 30 collaborateurs chercheurs, 8 auteurs d'inédits, il y a 238 pages. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon colloque. Je voulais remercier particulièrement Daniel, parce qu'avec son arrivée, on a renforcé le Grenoble, le littoral, on a professionnalisé, on a changé les rubriques, les couleurs, enfin c'est un spécialiste de tout ça. Alors, non, mais il faut souligner ça. Et sans lui, nous ne serions pas là au colloque aujourd'hui. Alors merci Daniel. Merci à tous ceux qui ont collaboré, et bien sûr les directeurs généraux du collège. Parce que si Donald avait refusé le projet, nous ne serions pas là. Si David avait dit c'est quoi ce projet-là, nous ne serions pas là non plus. Alors merci beaucoup.